Bonjour tout le monde, ici Renaud de Dans le Mille. On se retrouve pour une autre analyse de joueurs pour le repêchage LNH 2025. Aujourd'hui, je regarde le grand attaquant Bill Zonon. Donc Bill Zonon qui évolue avec les Huskies. Les Huskies qui ont eu une saison excitante mais décevante l'année dernière. Tout le monde pensait qu'ils allaient gagner la Coupe LHMQ, mais finalement, c'est pas eux qui sont allés représenter la LHMQ à la Coupe Mémoriale pour toute la CHL. Mais néanmoins, c'est une équipe qui, cette saison, connaît quand même une très bonne saison, mieux que ce que beaucoup de personnes pensaient. Bill Zonon fait partie de ce succès-là. 33 points en 24 matchs. Il évolue avec Antonin Vero et Lars Steiner, deux joueurs super productifs. Et lui, c'est le centre qui vient compléter cette ligne-là. Fait intéressant à noter, la saison dernière, il évoluait pas en tant que centre. Donc, c'est nouveau pour lui, cette position-là. On va parler de comment ça marche, ses points forts, les points que j'aimerais voir à améliorer. Mais avant ça, je voulais juste dire merci à Elite Prospect qui sont nos partenaires pour toutes ces analyses-là. C'est eux qui fournissent le fond derrière. Si vous voulez un abonnement premium de 1 an, vous avez le code DLM30 pour 30% de rabais sur un abonnement annuel Elite Prospect. Donc, allez regarder ça. Commençons directement. Je pense que ça devrait être une analyse qui est un peu moins longue que les autres parce que je trouve que c'est pas le joueur le plus complexe, Bill Zonon. Mais des fois, quand on regarde le repêchage, c'est ça qu'il faut. Tu veux pas un joueur compliqué, tu veux un joueur qui sait ce qu'il a à faire, qui le fait bien, et puis que quand tu vas le prendre, tu sais exactement à quoi t'attendre, tu sais exactement qu'est-ce que tu vas prendre. Donc, c'est quoi les points forts de Bill Zonon? Qu'est-ce qu'il fait de mieux? Moi, déjà, le point qui m'a le plus amélioré dans son jeu, c'est la vitesse de Bill Zonon. C'est drôle de dire ça parce que souvent, puis on va en reparler dans les points améliorés, mais souvent, ce qui va être lui être reproché, c'est vraiment son coup de patin. Bill Zonon a vraiment une façon bizarre de patiner. Puis, c'est vrai que ça peut être un problème. Dans la section améliorée, comme j'ai dit, je vais parler de où est-ce que ça limite, mais malgré le coup de patin bizarre, ça reste un joueur qui est extrêmement rapide. Donc, à la fin de la journée, si le coup de patin n'affecte pas l'efficacité du joueur, ça ne devrait pas être un énorme problème. Là, il affecte l'efficacité du joueur à certains endroits, mais pas en rapidité. Donc, Bill Zonon, c'est un joueur extrêmement rapide. Et puis, ça rentre dans mon deuxième point. C'est un joueur qui est extrêmement dynamique. Donc, lui, il est toujours en support de ses joueurs. Il se promène énormément en zone offensive. Il a une vraiment super bonne lecture de jeu. Donc, que ce soit, il faut qu'il aille mettre un peu de pression sur la bande, aller loquer un joueur pour que le jeu continue, aller récupérer une rondelle, ou bien aller se placer pour être ouvert pour une passe, ou bien justement, quand amener la puck devant le filet. Il est très, très bon pour faire ça. Donc, on mélange justement un joueur qui est rapide et dynamique avec cette excellente lecture de jeu et ça rend de lui justement un joueur extrêmement utile, surtout quand on parle de comme garder la zone de garder la rondelle en zone offensive. C'est quelque chose que Bill Zonon fait extrêmement bien, soit justement, comme j'ai dit, en allant être physique avec les joueurs, en allant leur bloquer les bâtons, en allant les coincer, ou bien en amenant les pucks devant le filet, en justement faisant des belles passes dans la zone, ou en allant déranger devant le filet. Et puis, grâce à tous ces atouts-là, c'est un joueur qui est extrêmement utile en powerplay, mais en plus, il y a un tir qui est extrêmement lourd. Donc, tu sais, on parle de power forward et des power forward qui sont bons pour supporter l'attaque, qui sont bons, qui sont reconnus pour un peu leur aspect défensif. Bill Zonon, quand on mélange toutes ses habiletés, ce qui va être vraiment cool avec lui, c'est que justement, c'est un très bon joueur à utiliser en powerplay parce que justement, tu mélanges cette lecture de jeu-là avec cette vision de jeu-là. Oui, ça va être un joueur qui est bon pour garder la puck en zone offensive, mais en plus, quand tu enlèves un joueur à l'autre équipe, tu prends un joueur qui est autant bon pour faire circuler la puck et la garder en zone offensive. Je pense que j'ai répété ça genre 4 fois. Mais quand tu prends un joueur qui est autant bon pour faire circuler la puck, c'est surtout ça le gros point qui est bon pour le powerplay. Justement, ça te fait un allié ou un centre, comme cette saison, qui peut être vraiment létal sur la supériorité numérique. Ce qui est le fun aussi avec Bill Zonon, c'est qu'il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup d'espace pour s'exécuter. Je dirais qu'avec le tir, un peu plus, mais ça, je pense que c'est pour n'importe quel joueur. Son tir, je pense pas, c'est pas le joueur qui a besoin de plus d'espace pour s'exécuter avec son tir, avoir un tir lourd. C'est sûr que quand on veut voir vraiment la puissance complète de son tir, il va avoir besoin d'un peu d'espace, mais avec sa mobilité, il est capable de s'en créer, donc c'est pas trop un problème. Mais
Ce qui est vraiment impressionnant, c'est le peu d'espace qu'il a besoin pour faire ses passes. Donc, tu sais, en entrée de zone, si on le voit se faire coincer ou bien qu'il n'y a plus d'options, il est mélangé encore une fois avec la lecture du jeu. Là, ce qui est vraiment impressionnant chez Belzano, c'est sa lecture du jeu, mais il est capable de faire une petite passe sous pression, peu d'espace, faire la petite passe et justement garder la rondelle en possession de son équipe. Et puis, quand son équipe n'a pas la rondelle, c'est un joueur qui est extrêmement agressif sur la pression, extrêmement efficace sur le forecheck. Ce qui fait vraiment, tu sais, on pourrait penser qu'à 6 pieds 2, bon, ce qui fait son succès, c'est son physique. Vraiment pas. Moi, je pense plus que c'est le reach de son bâton. On va reparler de son jeu physique. C'est sûr que à la fin de la journée, quand tu es un défenseur puis tu as un gars de 6 pieds 2 devant toi qui sache comment utiliser son physique ou non, c'est sûr que la pression est comme un peu plus imposante, ça fait un peu plus intimidant, même si c'est pas le joueur de 6 pieds 2, ça peut être n'importe qui de 6 pieds 2. Mon point, c'est que ça va rester imposant devant toi. Ça va rester dérangeant. Mais Bill Sono, c'est vraiment pas en allant justement plaquer qui va être efficace en forecheck. C'est vraiment plus. Il a vraiment un long bâton, puis il est capable d'être vraiment solide sur son bâton. Donc, il va aller mettre vraiment son bâton dans les jambes des joueurs. Donc, ce que je veux dire dans les jambes, tu sais, c'est pas aller get des pénalités pour faire trébucher. Je parle vraiment de comme aller les déranger, les empêcher d'avoir un bon contrôle de la rondelle, les forcer à faire des décisions rapidement. Donc, vraiment un forecheck agressif. Et puis, justement, où son bâton est tout le temps dans le chemin. Donc, prêt à intercepter une rondelle, prêt à justement lever le bâton, puis lui repartir avec. Donc, vraiment, vraiment agressif avec son bâton. Et puis, si on reparle dans la zone offensive, c'est vraiment un joueur aussi qui est extrêmement dérangeant devant le filet. Et puis que non seulement lui est dérangeant devant le filet quand il n'y a pas la rondelle, mais en plus, quand lui a la rondelle, il est vraiment très bon pour voir quand amener la puck devant le filet, puis il est capable de vraiment amener la puck au filet, même s'il y a beaucoup de trafic devant le filet. Il sait exactement comment s'exécuter. Ses exécutions de passe et de tir pour les amener au filet sont extrêmement précises. Donc, c'est un joueur que même s'il y a 8 c'est un peu exagéré, mais si, admettons, il y a 4 joueurs qui se bataillent devant le filet, il est capable de quand même précisément amener la rondelle au filet. Donc, tu sais, quand lui décide que la puck, quand il voit une bonne opportunité pour amener la puck au filet, elle se rend 95% du temps. Là. Ça, c'est pas une stat exacte, mais c'est à peu près ça. Quand il voit une opportunité d'amener la puck au filet, il le fait. Et puis, justement, quand lui n'a pas la rondelle, il est très, très bon pour justement aller devant le filet et puis créer un peu ce trafic-là pour déranger le gardien, pousser les joueurs adverses, puis justement être prêt à rapidement prendre un retour au besoin. Donc, honnêtement, sa façon de marquer des points est vraiment versatile. Donc, tu sais, dans le sens, ça peut être le joueur qui fait la passe clé, comme ça peut être le joueur qui va déranger devant le filet puis qui te prend le rebound, le retour, pardon. Maintenant, parlons des points à améliorer. Je veux parler de celui qui, pour le moins, est le moins inquiétant et que j'ai déjà vu une certaine amélioration cette saison. On va parler son jeu à la position de centre, donc un peu plus dans l'aspect l'implication en défense, la lecture du jeu dans la zone défensive. Bill Zonon, c'est un joueur qui est impliqué, il a envie d'être impliqué, donc je pense c'est pas le problème n'est pas au niveau de la volonté, je pense que le problème est au niveau de quand tu joues centre versus quand tu joues aile. Il faut vraiment être plus conscient du jeu en zone défensive, puis ça, c'est nouveau pour Bill Zonon. Donc, c'est ça, on le voit parfois être un peu perdu. On dirait que parfois, le jeu dans sa propre zone bouge un tout petit peu trop vite pour lui. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit que c'est le point qui m'inquiète le moins? C'est que sa lecture est excellente en zone offensive, donc je doute pas qu'avec le temps, ça va venir en zone défensive aussi. Et puis, justement, aussi l'aspect que c'est sa 3e saison à la GMQ et c'est la première où on le voit jouer le rôle de centre, donc justement, avoir à faire ces lectures-là, avoir à travailler là-dessus. Donc, je suis certain que ça va s'améliorer. Et puis, honnêtement, depuis les matchs que je regarde depuis le début de la saison, moi, je trouve que ça s'est déjà amélioré. Donc, encore une fois, je pense que je vais le dire à tous les épisodes où ça s'applique, mais moi, un joueur qui s'améliore rapidement, qui travaille sur ses problèmes durant une saison, pas juste entre les saisons, qu'on voit une amélioration de match en match. C'est comme un de mes plus gros drapeaux verts, honnêtement. Et puis, il y a aussi l'aspect, j'ai dit qu'on en reparlerait plus tard, tu sais, justement, quand je parlais de forecheck, que genre c'est vraiment avec son bâton qui est efficace. Ben,
sais, pas avec son physique, mais justement, le jeu physique, moi, j'aimerais ça le voir être un peu plus efficace là-dessus. Encore une fois, on parle pas d'un manque de volonté. Bill Zonon, c'est un joueur qui se donne à fond tous les soirs sur la patinoire. On le voit pas être désintéressé. Il est tout le temps vraiment intense, mais le jeu physique, tu sais, il va dans les batailles sur la bande, il sait quand il y a à le faire, mais c'est pas souvent lui qui sort vainqueur de ses duels. Encore une fois, je pense que c'est un problème que avec avec l'expérience, avec un différent style de coaching aussi, peut-être que dans un niveau plus haut, il va jouer avec des joueurs plus lourds aussi, il va être obligé de s'adapter, peut-être prendre un peu de poids. Je ne sais pas, je suis pas entraîneur de joueurs, donc je sais pas pour lui ça va être quoi la clé, mais je pense vraiment que c'est quelque chose, parce que c'est pas un problème de IQ, c'est pas un problème de volonté, c'est vraiment un problème de pratiquer le jeu physique, être capable d'être un peu plus gagné en robustesse et puis justement être capable de gagner beaucoup de ces duels-là sur la bande parce que là en ce moment, sais, déjà, il en gagne pas énormément, mais pour un gars de 6 pieds 2, il en gagne vraiment pas beaucoup. Puis c'est une partie vraiment importante d'un jeu de power forward. Oui, être capable d'aller bloquer les joueurs de l'autre équipe, mais aussi être capable de sortir de ces duels-là en ayant toi la possession de la rondelle ou bien que ton équipe ait possession de la rondelle. Là, en ce moment, il bloque les joueurs de l'autre équipe, mais souvent, on voit l'autre équipe récupérer la rondelle. Donc, le jeu physique, pas encore le plus efficace, même si il est présent, ça fait partie de son jeu. On peut pas dire que Belzono, c'est un joueur sans physicalité. C'est juste que cette physicalité-là manque d'efficacité. Puis je pourrais partir comme ça, je vais faire le reste de la vidéo en rimant. Des blagues. Parlons dernièrement de son coup de patin. J'ai dit aussi qu'on reviendrait là-dessus au début. Comme j'ai dit en vitesse, je pense pas que c'est un problème. Je trouve que c'est un joueur qui a vraiment une très bonne vitesse, malgré le coup de patin bizarre. Là, des fois, quand il se met à accélérer, on dirait, je sais pas quelle comparaison. Dans l'épisode avec Adi, lui, il a fait une comparaison assez drôle, mais tu sais, on dirait vraiment que les gens qui courent avec les genoux super hauts, là, ces genoux montent, sont 1, 2, 3 push là, pour gagner de la vitesse. Son accélération se fait rapidement, mais c'est tellement drôle comment est-ce qu'il patine. Mais justement, en vitesse, ça lui fait pas perdre d'efficacité. Là où moi j'ai remarqué une perte d'efficacité, c'est dans les changements de direction. C'est vraiment, j'ai l'impression, une coche en arrière de justement certains autres gros joueurs de la LHGMQ. Puis c'est aussi une des raisons où est-ce que l'efficacité en zone défensive n'est pas encore toute là. Si le jeu défensif bouge trop vite puis a besoin de changer de direction trop rapidement, là c'est un petit peu plus difficile. Bon, pas pour dire que c'est une partie complètement dégueulasse. Il le fait correctement. C'est juste que je pense que c'est une coche en arrière de ce qu'on s'attendrait pour un joueur en LNH. Donc là, ou en pro, tout simplement. Donc là, c'est ça. Ça va être à une équipe d'évaluer. Est-ce qu'on peut travailler là-dessus? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça? Est-ce qu'on pourrait améliorer un peu cette répartition du poids-là pour que ça soit un petit peu plus efficace? J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça, tu sais, avec le coup de patin, il faudrait que je parle avec des entraîneurs pour vraiment me faire une tête là-dessus, tu sais, à quel point est-ce que ça peut s'améliorer, à quel point est-ce que ça va être quelque chose, tu sais, une béquille pour lui, tout le reste de sa carrière. J'ai hâte de voir. Moi, je pense que ça peut quand même s'améliorer encore. Plus tu grandis, plus tu deviens confortable dans ton corps, plus justement tu apprends à répartir ton poids sur la glace. Puis là, avec le rôle de centre, on lui demande justement d'un peu plus changer de direction aussi, d'être un peu plus impliqué. Donc, c'est peut-être juste un défaut qui ressort un peu plus, mais qui va s'améliorer. Donc, je le mets dans les points à améliorer. Et puis, on s'en reparlera aussi à la fin de la saison, voir justement ce que j'en pense, parce que ce joueur-là, rentrons dans la section projection. Il était troisième dans ma liste LHJMQ. Et puis, est-ce que je le verrais dépasser Carbonneau ou Desnoyers dans ma liste? Non. Tout simplement à cause du upside. Je pense que c'est un joueur qui a moins d'upside, qui a moins de potentiel d'avoir un gros rôle en LNH que ces joueurs-là. Par exemple, Justin Carbonneau, un Caleb Desnoyers qui rentrent dans leur potentiel. Eux, c'est des joueurs de top 6. Bill Zonon, je pense que c'est pas le joueur avec le plafond le plus haut, mais c'est un joueur avec un bon ceiling. Je pense que c'est un pick qui pourrait être considéré quand même sécuritaire au repêchage. Donc, dans le sens, tu as un joueur qui contrôle bien les fondamentaux du jeu sur la glace, qui est impliqué, qui a de l'énergie, puis qui, tu sais, le skating, le changement de direction, oui, ça va être un défi, mais, tu sais, quand les défis, il y en a juste un ou deux, gros comme ça, il n'y a pas 10 000 red flags, ben, je pense que ça va vraiment se travailler, puis justement, grâce à sa dernière saison en centre, il a montré à quel point est-ce qu'il était versatile, donc, c'est vraiment le type de joueur, j'ai l'impression, qui pourrait venir dans une équipe puis compléter n'importe quel trio. Je sais pas à quel point, tu sais, moi, pour le moment, je vois pas un joueur qui pourrait avoir un rôle sur un top 6. Par contre, ce que je vois, c'est justement un joueur ultra efficace de
6 en bas, de bottom 6, donc de la ligne 3 et 4, mais qui pourrait justement, tu sais, en cas de blessure, venir bien supporter le top 6 parce que c'est un joueur versatile. Tu sais, tu peux vraiment le faire jouer avec n'importe quel autre joueur, puis je pense qu'il va garder son efficacité. C'est un joueur qui serait utile sur n'importe quel trio. Puis en plus, si l'efficacité qu'on voit sur l'avantage numérique, ça, si ça se transfère en pro, bon, ben, tu as un joueur de bottom 6 très efficace qui en plus peut jouer sur tes unités spéciales. Donc, tu sais, c'est pour ça que moi, je pense que euh, Bill Zono, grâce à sa vision, grâce à son dynamisme, puis grâce à justement la sécurité de son choix, c'est un talent assurément de première ronde pour moi. Un des meilleurs prospects cette année dans la LHMQ. Encore une fois, la seule raison, c'est que pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas dépasser ces deux autres-là? C'est que Carbonneau et Desnoyers, ça pourrait vraiment être des talents de premier, deuxième trio. Alors que Belzonon, c'est un gars qui pourrait venir aider un premier, deuxième trio, peut-être s'il y a une blessure ou s'il y a un trou, mais que réellement, je vois son rôle en LNH comme troisième, quatrième trio dans une équipe. Donc, c'est pas nécessairement le type de joueur sur qui tu veux aller prendre une sélection au top 15 parce que tu veux aller prendre un peu plus de upside, mais passer ces eaux-là, tu sais, en fin de première ronde, si tu réussis à avoir un joueur qui t'amène de la vitesse, de la physicalité, de la belle vision. Puis en plus, tu sais, s'il règle certains de ses autres problèmes, c'est un joueur très, très, très complet. Euh, pour jouer justement sur ton 3-4e trio, ben, c'est une très bonne sélection. Là. Donc j'ai hâte de voir où est-ce qu'il sort. Puis comme toutes les autres analyses, on s'en reparle à la fin de la saison. Je vais faire un suivi là-dessus. On va se reparler de est-ce que les points à améliorer se sont améliorés. En attendant, je vous encourage à aller regarder l'épisode qui sort avec Adi. En ce moment, il n'est pas encore sorti, mais quand vous allez voir cette vidéo, il va être sorti. Et puis, allez voir aussi nos autres analyses. Donc, moi, j'en ai fait sur Carbonneau, sur Carbonneau, Desnoyers, et puis sur Matteo Nebert. Et puis, mon collègue Jules en a fait une sur Michael Missa. On devrait revoir aussi un retour de Jules bientôt. Les autres analyses ont super bien marché. Les podcasts dernièrement marchent super bien. Donc, je voulais vous remercier. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui apprécient nos analyses. Si vous avez n'importe quel commentaire, suggestion, laissez ça en bas. On vous écoute, on adore ça interagir avec vous. Merci à tout le monde qui a commenté sur la vidéo de Caleb Desnoyers. Bonne soirée tout le monde, ou bien bonne journée, et prenez soin de vous. À la prochaine.